Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 31 mars 2021. Vous avez pu le constater, hein, le DAX a marqué un nouveau record historique. Nous sommes actuellement au-dessus des 15 000 points. Ce que l'on va faire aujourd'hui, concernant la théorie, on va essayer de voir comment trouver la résistance actuelle du DAX. Je ne l'ai trouvé qu'après coup, hein. Ce sont les retracements de Fibonacci. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces retracements externes de Fibonacci. Mais avant cela, nous allons débuter par le contexte général. Alors les indices américains hier ont terminé en repli, hein. Le S&P 500 a chuté de 0,32%, le Dow Jones 0,31%, le Nasdaq de 0,11% et le Russell 2000, lui, a gagné 1,72%. Alors les rendements américains, le rendement du 10 ans américain revient sur le devant de la scène. On a encore atteint un nouveau sommet qui datait de janvier 2020. Ça a mis sous pression les valeurs de croissance et donc les valeurs technologiques. On a eu tout de même un reflux du 10 ans américain, ce qui est probablement dû à un remaniement de portefeuille de la part des investisseurs en cette fin de trimestre, hein. Ce reflux a permis aux valeurs de croissance de retrouver des couleurs. Mais on a quand même Apple qui a reculé de 1,2%, Microsoft d'1,4%, Amazon de 0,66%. Donc des valeurs technologiques qui limitent tout de même leurs pertes à la fin de la séance grâce à ce repli du 10 ans américain après avoir touché un plus haut en cours de séance. Ce qu'il faut garder à l'esprit justement concernant les rendements américains, c'est que cette hausse, concernant le 10 ans américain, cette hausse devrait se poursuivre. Pourquoi? Car il y a un plan d'infrastructure qui va être annoncé, ce sera aujourd'hui, et ça devrait favoriser la croissance économique, mais également la croissance des prix, et ça augmentera les besoins d'emprunt du Trésor américain. On en a parlé de ces besoins d'emprunt du Trésor américain lors du point hebdomadaire de lundi. Et donc Joe Biden devrait l'annoncer aujourd'hui, ce plan d'infrastructure, il devrait en donner des détails pour une première phase, pardon. Ce sera lors de son déplacement à Pittsburgh. Et selon Reuters, ce plan sera d'environ 2000 milliards de dollars et ce sera un plan de dépenses sur 8 ans. Donc voilà pour le premier point, donc ces rendements à 10 ans, ce rendement à 10 ans américain, ce plan d'infrastructure que tout le monde attendait à hauteur de pas 3000 milliards, mais 2000 milliards selon Reuters. On attend l'annonce de Joe Biden en fin d'après-midi et cela devrait favoriser la poursuite de la hausse du 10 ans américain et tout ce qu'il en découle, hein, parce que cette hausse a eu également un effet positif, hein, sur le secteur bancaire, on va en parler. Ça a favorisé d'ailleurs le CAC 40. Alors en parlant du secteur bancaire d'ailleurs, ce qui est suivi de très près, c'est justement cette situation que l'on avait abordée hier d'Archegos Capital Management, notamment à la plus grande banque du Japon, la Mitsubishi UFJ Financial Group, a averti d'une perte potentielle de 300 milliards de dollars qui serait liée à un client américain, donc très probablement Archegos Capital. Alors, je vous rappelle que Nomura au Japon avait également prévenu en début de semaine qu'elle allait subir une perte potentielle de 2 milliards de dollars en lien avec une filiale américaine. Alors actuellement, selon des médias, UBS devrait également faire face à des pertes de quelques de quelques millions, pardon, de dollars. Et donc c'est une situation qui semble de plus en plus délicate, hein. À noter également que Wells Fargo a gagné près de 3% après avoir déclaré ne pas avoir subi de perte. Donc concernant ce dossier-là, imprudence, mais sur le vieux continent, on a terminé en territoire positif la veille, et ce sont les valeurs financières qui ont soutenu la hausse, notamment du CAC 40, les valeurs financières qui sont favorisées par cette hausse justement des rendements obligataires. Donc il faut noter que le CAC 40 a réussi à signer sa meilleure séance depuis le 19 février 2020. Il a été porté par les valeurs bancaires, Société Générale qui gagne 3,96%, BNP Paribas qui gagne 3,85% et Crédit Agricole qui progresse de 2,72%. Donc voilà les différents effets, tout d'abord du 10 ans américain, mais également de ces nouvelles craintes, hein, concernant Archegos Capital. Concernant Archegos Capital, on est très divisé. Alors certains disent
que c'est un problème qui n'est limité qu'à un seul fonds spéculatif, mais d'autres sont beaucoup plus pessimistes et alertent contre des pertes plus importantes à l'avenir. Donc prudence. Donc prudence. Et effectivement, je pense à un commentaire de Simon, hein, comment on peut en arriver là, à une telle situation, comment cela pourrait se reproduire à nouveau. Alors effectivement, c'est assez ahurissant et on va suivre de très près cette affaire hein, qui pourrait s'aggraver. Bon, on va espérer tout de même hein, que les plus optimistes ont raison et que cela se limite qu'à un seul fonds spéculatif. Donc voilà pour le contexte général de marché, un contexte général plutôt fourni, hein. Il y a plusieurs thèmes aujourd'hui. Par ailleurs, ce que l'on notera concernant les autres actualités, la Chine a imposé un nouveau confinement dans la ville de Ruili. C'est la province de Yunnan, à la suite d'une reprise épidémique locale de coronavirus, hein, et donc les citoyens sont invités à rester chez eux pendant une semaine et les véhicules ont interdiction de quitter la zone. Et d'ailleurs, hein, nous en France, on attendra donc le discours hein, d'Emmanuel Macron ce soir à 20 h, qui pourra annoncer éventuellement la fermeture des écoles, voire d'autres mesures nationales, hein. Donc ce sera ce soir à 20 h. Toujours en Chine, on a pris connaissance de l'indice PMI de manufacturier qui a augmenté et est passé de 50,6 à 51,9 en mars. On s'attendait à une hausse jusqu'à 51,2. L'indice PMI des services a bondi, lui, et est passé de 51,4 à 56,3. Tout de même, hein, en Asie, on a vu que les indices ont évolué en ordre dispersé, hein. Ça n'a pas suffi aux indices asiatiques à clôturer en territoire positif. Donc voilà pour ce contexte de marché. Nous allons passer à présent sur le calendrier économique. Alors deux événements clés aujourd'hui. Principalement, il y aura ce rapport sur l'emploi, voilà le rapport de l'ADP pour le mois de mars à 14h15. Et on aura ce fameux discours hein, de Joe Biden. Alors le discours de Joe Biden sera très exactement, il me semble, à 21h20 concernant les dépenses d'infrastructure, hein. Donc ce sera largement après la clôture de la séance. Alors l'ADP, pourquoi l'ADP sera important? Bon, ce qu'il faut savoir concernant l'ADP, on s'attend à une augmentation, on le voit ici, à hauteur de 550 000 emplois aux États-Unis en mars. Ce sera le dernier indice avant la publication du NFP de vendredi. Alors à chaque fois, avant le NFP, hein, l'ADP est scruté, même s'il y a des divergences notables entre les deux. C'est tout de même scruté de près. On s'attend à 550 000 emplois concernant le secteur, concernant l'ADP. Donc voilà à propos de cela. Donc premier indice avant le rapport NFP ce vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Ce que l'on attendra également c'est concernant le marché pétrolier, hein, vous l'avez vu dans les médias, le canal de Suez et le trafic est rétabli sur le canal de Suez. On attendra donc le rapport du DOE, surtout après les données de l'API hier. Alors hier, on a pris connaissance de l'API. On va le voir hier soir. Je ne le retrouve pas ici. Ah, j'étais sur demain. Donc voilà, hier, l'API qui a fait état donc qui a montré donc qui a fait état d'une hausse des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Et donc dans ce contexte-là, ce sera très important hein, de voir si le rapport officiel du DOE d'aujourd'hui viendra confirmer cette hausse des stocks dont a fait état le rapport de l'API. Donc volatilité sur le pétrole attendue aujourd'hui. Et en plus de ça, nous sommes à la veille de la réunion des pays membres de l'OPEP+, hein, avec l'Arabie Saoudite qui souhaiterait prolonger les réductions de production. La Russie semble s'y opposer, et ça c'est important. Mais ce qui comptera, ce sera l'Arabie Saoudite, hein, car l'Arabie Saoudite a réduit de son plein gré de 1 million de barils par jour supplémentaire. Elle pourra aller jusqu'à 1,5 million de barils, hein. Donc même si la Russie refuse, l'Arabie Saoudite pourrait contrer ce refus de la Russie tout d'abord en augmentant donc sa réduction personnelle de production en passant de 1 million à 1,5 million. Donc voilà pour cette parenthèse. Concernant le calendrier économique, hein, c'est tout ce qu'il y a à noter. On prendra connaissance notamment concernant la zone euro, l'inflation IPCH dans la zone euro. Et sinon, on aura l'indice PMI de Chicago aux États-Unis à 15h45.
Mais ce qui sera le plus attendu aujourd'hui, ce sera ce fameux plan d'infrastructure sur 8 ans. On s'attend à 2000 milliards de dollars et il faut garder en tête que cela devrait favoriser la poursuite de la hausse du 10 ans américain parce que cela va booster la croissance économique, mais également la croissance des prix. On passe sur le DAX à présent. Tout d'abord, le Nikkei, un Nikkei qui s'est replié visiblement. On a complètement invalidé le signal d'achat. Il n'a pas du tout été validé, je veux dire, par la Chikou-Spad. On le voit, on était ici hier, qui a refusé de franchir sa Kijun et donc repli des cours. On est sous une SSB, sous une importante résistance. On passe sur le DAX avec ses records historiques au-dessus des 15 000 points. Et effectivement, il était possible d'avoir cet objectif. Je ne l'ai pas fait hier, je ne l'ai fait qu'après coup, malheureusement. Donc 15 000 points. Et quelles sont les perspectives à présent? Alors on pourrait aller marquer de nouveaux records historiques. On va aller sur des données intraday. Ici, les données H4. On se souvient, on avait atteint cet objectif-là. Alors je reviens ici d'ailleurs, hein, parce qu'on avait déjà un retracement externe de Fibonacci. Pour son utilisation, c'est très simple, hein. On prend un mouvement précédent. On avait pris ce mouvement de forte amplitude et il me semble qu'on avait le 161,8%. On a les différents niveaux ici, hein. Vous pouvez en ajouter. Ici, on va ajouter le 161,8. Alors, on est encore loin de celui-ci. Donc, ce n'était pas ce retracement que l'on avait utilisé visiblement. Peut-être l'autre. Voilà, c'était celui-là. On s'était basé sur ce repli plus particulièrement. Alors, effectivement, ce repli-là, vous pouvez utiliser les retracements de Fibonacci pour le CAC 40. C'est le CAC 40 qui n'est toujours pas parvenu à aller au-delà. Alors, on va voir le CAC 40 très rapidement en données journalières, hein. Ici, vous voyez, le CAC 40 n'a pas encore retracé à 100%. On le voit, il est à 6082. On n'y est pas encore. Et donc, pour le CAC 40, vous pouvez utiliser ce retracement de Fibonacci, justement, du repli de la pandémie. Et là, ça a du sens pour le CAC, hein, parce que cela va nous fournir un objectif. On a les 127,2, 161,8. Mais pour le DAX, non, on a largement surpassé, hein, ce niveau-là. Donc, mieux vaut se focaliser sur ce repli de court terme. Mais pour avoir très exactement l'objectif qui a été atteint, ce qu'il faut savoir concernant les retracements de Fibonacci, c'est exactement comme les projections de Soda, très bizarrement. On peut se baser sur plusieurs mouvements. Des mouvements de long terme, mais également des mouvements de très court terme. Et à très court terme, le dernier mouvement que l'on a connu, c'est ce mouvement baissier. Alors on va s'y intéresser avec les retracements de Fibonacci. Et c'est très intéressant de voir effectivement que cet objectif correspond. Vous le voyez, on prend ce point haut et ce point bas, et cela correspond au niveau que l'on a atteint. C'est la résistance actuelle, donc c'est très intéressant à ce niveau-là de voir qu'effectivement, on avait un très beau retracement externe de Fibonacci sur le DAX qui nous donnait l'objectif. Alors malheureusement, je n'y ai pas pensé hier avant le Good Morning Market. Je n'y ai pensé qu'après coup, en voyant que le DAX poursuivait au-dessus des 15 000 points. Et donc on sentait qu'au-dessus des 15 000 points est un seuil psychologique. Les seuils psychologiques sont des très gros niveaux de support et de résistance. Donc 15 000 points, c'était une résistance et le DAX parvenait à aller au-dessus de ces 15 000 et à s'y maintenir. On va le voir en données H1. Où sont les 15 000 points? Les 15 000 points devraient être ici. Vous voyez, on parvenait à se maintenir au-dessus des 15 000 points, donc il y avait une autre résistance. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à ce mouvement baissier. Et effectivement, ça nous donnait le retracement externe à 161,8%, donc les 15 030 points. Donc très intéressant de voir encore une fois la force des retracements de Fibonacci. Ça nous permet de les réviser ensemble. Très rapidement, la situation peut-être en donner 15 minutes. On le voit ici, on n'est pas parvenu à aller chercher, à sortir par le bas du nuage en 15 minutes. Et je veux préciser une chose, en scalping, le plus important, c'est vraiment le 15 minutes. Alors je pense que c'est là qu'il faut réellement chercher les signaux, hein. Selon moi, le 1 minute, c'est vraiment uniquement pour la prise de position, ou sinon pour éduquer votre œil. On en a parlé, et dans ce cas-là, c'est le plus adéquat. Mais le 15 minutes vous donnera de très bons signaux, hein. Ici, on le voit d'ailleurs, on a eu une sortie de nuage par le haut,
qui a été validé par la Chikuspan. Donc ça, c'est le signal Ishimoku, la sortie du nuage par le haut en 15 minutes pour du scalping et qui est validé ici par la Chikuspan. Mais on fait un pullback sur le nuage. Donc, à l'heure actuelle, sur le 15 minutes, c'est beaucoup plus compliqué hein, sur le 15 minutes, mais à l'heure actuelle, on peut s'attendre à une poursuite de la hausse. Pour cela, il faut qu'on se maintienne au-dessus de la Kijun. Alors, que nous dit le 5 minutes hein, vous voyez ici, cette sortie du nuage qui a été validée immédiatement par la Chikuspan, qui est passée par un twist. Mais là, on est en train de se replier. On est en pullback, et ce pullback, on le voit mieux en 15 minutes. Hein. C'est un pullback éventuellement sur le haut de nuage et donc sur la Kijun. En une minute, on s'en sert pour entrer en position. Ça nous permet d'avoir le meilleur point possible hein, et ça nous permet d'éduquer notre œil comme nous l'avons dit. Voilà pour cette petite parenthèse scalping. Je vous rappelle qu'il faut être vraiment extrêmement réactif hein, en scalping. On a des retournements extrêmement brusques. C'est pour ça que je ne le conseille pas aux débutants. Voilà pour le DAX et cette petite parenthèse hein, sur les retracements externes de Fibonacci, parce que dans un tel contexte, on ne peut pas avoir de projection d'Osoda. Il nous faut un réel repli pour avoir un point C. Et d'ailleurs, en parlant de projection d'Osoda, je vais rebondir hein, sur l'AUDN et cette question de la part de Marc. On va essayer de voir si on a eu un double bottom. Et effectivement, vous l'avez vu, Marc, hein, le seul problème, c'est notre point C qui est en dessous du point A. On va en parler parce que c'est justement ce concept de triple E que j'ai abordé très brièvement dernièrement, plus dans le détail l'année dernière sur Nasdaq. Et donc, je vais vraiment essayer de vous trouver un exemple frappant parce que c'est une sorte de projection de soda, c'est un double bottom, tout simplement, mais qui nous donne des promesses haussières exceptionnelles et donc des objectifs très éloignés. Je vais essayer de vous retrouver cette configuration pour qu'on l'aborde très prochainement et on verra sur la UDN pourquoi ça n'en est pas un. Alors, le Nasdaq, donc on est en train de s'attaquer encore une fois. Hein. La Chikuspan est là, elle s'attaque au haut du nuage qui est renforcé tout de même par une bougie rouge. Ici, on le voit, le 10 ans américain a pesé. Et on est allé tester quoi? Lorsque le 10 ans américain a pesé, on est allé tester notre Kijun avant de se retirer et clôturer très précisément sur notre Tenkan. Donc c'était précis hier et ce reflux du 10 ans américain a permis au Nasdaq de récupérer quelque peu ses pertes, hein, un retracement d'environ 50% dans le range journalier. On est sur la Tenkan aujourd'hui, donc voilà ce que l'on peut tirer du journalier. Je vous rappelle qu'on fait des raisonnements triptyques sur 3 unités de temps pour avoir une vue plus détaillée. Donc on a une vue globale sur le journalier, on affine sur le H4. Et on a ce graphique H4, on cède également de la SMA 200, même si elle n'a pas été testée depuis très longtemps. Mais en tout cas, on le voit ici, hein, que nous sommes en range. Et on a un nuage en résistance, concrètement le seuil psychologique des 13 000 points. Et on a ici un gros support, 12 700, qui avait été testé à maintes reprises, avec soit avec rebond, soit avec franchissement effectivement, pour approfondir en direction du prochain support majeur à 12 300 points. Donc ça, ce sont les niveaux clés intraday concernant le Nasdaq. Et donc en cas de cassure, le raisonnement est très simple. Hein, en cas de cassure des 12 700, on va chercher le prochain niveau clé, 12 300. Et si on parvient à franchir à la hausse le seuil psychologique des 13 000 points, on aura tout de même une barrière ici. Et ce sera cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Hein. Pourquoi moyenne mobile simple à 200 périodes? C'est bête, hein, c'est bête et méchant parce elle a fonctionné par le passé. Il n'y a pas de règle là-dessus. On le voit que ça avait très bien fonctionné. Vous voyez comme c'était un support ici en H4. À nouveau un support. À nouveau un support. Donc les rectangles, c'est lorsque la SMA 200 a été un support. La cassure, ça a été un réel signal de vente. Et on allait marquer un creux ici. Souvenez-vous. Et donc la cassure de ce niveau, c'est un signal. Et donc une cassure haussière de ce niveau serait un réel signal d'achat. C'est vraiment le raisonnement, parce que vous voyez même à la hausse, il y a eu une inversion de polarité de cette SMA 200. Cette SMA 200 était support, elle est devenue résistance, donc inversion de polarité, et elle fonctionne en résistance. Test, second test, troisième, quatrième test, cinquième test plus ou moins. Donc ce sera notre niveau de notre seuil d'alerte pour une éventuelle poussée haussière, pour un éventuel achat. Comme cette cassure nous a donné un signal d'alerte pour une vente. Et on est allé creuser le repli. Et d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous confirmer, effectivement, ce n'était pas une TE inversée. Car comme je vous le disais, il y avait des discussions au sein des analystes XTB. Certains
Certains, envisageaient une figure en épaule, tête, épaule inversée, mais malheureusement, celle-ci était, supérieure à 50 de tout le mouvement baissier. Donc concrètement, sur ce mouvement baissier, plus de 50 correspondaient à la figure en ETE inversée. Donc ça ne collait pas à la théorie, car il faudrait un mouvement beaucoup plus ample, une petite ETE inversée, et là, on peut estimer que c'est une épaule tête-épaule inversée. Mais là, l'épaule tête-épaule inversée correspond à plus de 50 de toute la baisse. Donc théoriquement, ce n'était pas une TE. Et ça se confirme avec le temps. Et je suis content de vous en avoir parlé en temps réel, hein, lorsqu'il y avait ces débats entre nous, entre analystes de chez XTV. Donc voilà pour les données H4. En données H1, on est dans le nuage. Et ici, les données H1 qui nous permettent, vous l'aurez compris, dans ce raisonnement-là, d'entrer en position. Autant sur le scalping, on a 3 unités de temps, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Les données en 1 minute nous permettent d'entrer en position, donc d'avoir cette précision que nous ne donnerait pas par exemple le 15 minutes. Autant sur une vision intraday où on utilise une triptyque de journalier H4 et H1, c'est le H1 qui nous permet d'entrer en position justement. Donc voilà comment se baser justement sur ces triptyques. Et vous l'aurez compris, sur du plus long terme, on va utiliser de l'hebdomadaire, du journalier, et c'est le H4 qui va nous permettre d'entrer en position. Alors ici, H1, hein, c'est la sortie du nuage par le haut qui pourrait nous permettre donc d'envisager une cassure ici de la SMA 200 en journalier, en H4 pardon, et donc en journalier, ce serait s'attaquer à notre nuage tout simplement. Donc il faut réussir à faire le lien entre les 3 unités de temps et voir à quoi correspondent ces différents niveaux. Mais vous avez un outil qui vous permet de le faire parce que c'est beaucoup plus simple, hein, que de mémoriser les graphiques. Il faut passer beaucoup d'heures devant et les scruter pendant plusieurs jours pour le faire plutôt aisément. Mais vous pouvez simplement, par exemple, on va ajouter le nuage Ishimoku journalier, ça nous donne un point de repère. Si on arrive à mémoriser le graphique journalier, ça nous donne un point de repère sur le H1. Et le voilà, notre nuage Ishimoku journalier placé sur du H1. Ça nous permet d'avoir cette vue d'ensemble, pas de triptyque, mais une vue d'ensemble tout de même. Après, on peut aller encore plus loin et ajouter un autre Ishimoku en H4. Mais bon, je ne le conseille pas spécialement, hein. Euh, ça vient quand même charger quelque peu les graphiques. Après, mieux vaut bien entendu changer les couleurs pour pouvoir différencier. Mais c'est tout à fait possible, hein. Sur un seul et même graphique, on a 3 nuages Ishimoku. On a le nuage journalier, le nuage H4, le nuage H1. Et là, on arrive à déceler, à comprendre toutes les difficultés qu'ont eu les cours ici, par exemple, à partir à la hausse. On s'était attaqué au nuage journalier, après on franchit le nuage H1 et on sort par le bas du nuage H4. On va en pullback vers la SSB du nuage H4 et c'est ce qui a freiné la hausse, hein, c'est la SSB du nuage H4 et on repart en support sur le nuage H1. On peut tout à fait également, si on est à l'aise sur Ishimoku tout de même, faire ce genre d'analyse sur un seul et même graphique. C'est une triptyque sur un seul et même graphique. Mais ça charge le graphique. Je suis pas nécessairement pour ce genre d'approche, notamment lorsque l'on est débutant, parce que il y a trop d'informations. Ishimoku est déjà chargé en informations, ça pourrait être un point faible, et ajouter d'autres nuages, on peut le faire très rapidement pour voir où est-ce qu'on en est sur une autre unité de temps, mais après, mieux vaut enlever, hein, toutes ces informations, que l'on garde un graphique plus ou moins clair. Donc voilà pour cette parenthèse qui vous permet de mieux maîtriser ces analyses en triptyque. C'est plus que c'est de l'analyse, mais plus orienté trading, bien entendu, parce que l'unité de court terme nous permettra donc de trader, de capter le meilleur point d'achat, donc le point bas, le meilleur point de vente, donc le point haut. Alors voilà pour cette parenthèse théorique. Le S&P 500 s'est replié, n'est pas parvenu à aller chercher un nouveau record historique, hein. On est allé sur cette fameuse zone, hein, que l'on avait déterminée il y a bien longtemps. D'un point de vue intraday, on va commencer par le H4. D'un point de vue H4, on n'a pas invalidé, hein, cette projection de Soda qui nous donne un objectif à 4005. On le sait, hein, l'objectif, ce sont les 4000 points pour le S&P 500. Il n'y arrive pas pour le moment. Il est en train de marquer une pause ici. Et depuis notre point C qui a été marqué sur le haut du nuage H4. Donc pas grand-chose, hein, on n'a pas bougé énormément. On a toujours le même objectif. On le voit en données
H1, on est en train d'intégrer notre nuage. Il faudra attendre une sortie de ce dernier, un franchissement des 3960 pour espérer une poursuite de la hausse en direction des 3975, qui est je vous le rappelle, une précédente projection de Soda qui a très bien fonctionné. C'est pour ça que je l'ai gardé. Vous voyez, on est allé atteindre l'objectif, parce qu'il faut garder certaines projections de Soda, mais pas toutes. Il faut garder celles qui ont fonctionné et celles qui ont gardé leur puissance par la suite. Ici, on avait atteint cette projection de Soda. Et par la suite, ça a été notre résistance. Hein, le marché a rejeté le franchissement de cette dernière et s'en est suivi un repli conséquent. Donc je l'ai maintenu parce que c'est un gros niveau. Après avoir finalisé la vague en allant chercher la projection de Soda, on est reparti à l'attaque. Et vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas ajusté ma projection parce qu'ici, on avait simplement une mèche. J'en reviens à ce commentaire qui disait effectivement, en intraday, il ne faut pas prendre les mèches en H1 notamment. Alors, excusez-moi, je vais brancher mon chargeur car je manque de batterie. Donc on a fait pas mal de théories tout de même aujourd'hui. Et on a fait des retracements de Fibonacci, des projections de Soda. Et donc ici, je maintiens ce niveau qui pourrait être une cible si on passe au-dessus des 3960 points. Le Dow Jones sur des records qui part en repli par la suite. On est à 32 900 points. Que nous dit les données H4? Alors on est de retour sur une précédente projection que l'on retrouvera ici. Et donc, c'est notre support à l'heure actuelle. Tant qu'on ne passe pas sous notre point C à 32 750 points, on a un bel objectif ici pour le Dow Jones à 33 260 points environ. Et si on repart à la hausse, c'est le niveau qu'on devrait aller chercher. Je vous rappelle qu'on a quand même validé un signal d'achat Ishimoku qui nous a donné à ce niveau-là lorsqu'on est sorti du nuage par le haut. Alors certes, après, on est parvenu à progresser, mais on voit... Alors, on a raisonné sur le présent, souvenez-vous, ensuite on raisonne sur le passé, on voit notre Chikuspan qui vient s'affaisser sur un palier de SSB. Et donc ici, cela pourrait nous permettre une reprise haussière en direction de cet objectif. Donc à suivre en tout cas pour le Dow Jones, en données H1 on intègre le nuage, et en données H1 ce qui nous permettrait d'envisager des perspectives haussières, c'est le franchissement des 32 994 points. Le Russell 2000 a trouvé un obstacle et c'est le nuage. Voilà, ici, on avait une belle projection d'Osoda. Pourquoi elle est plus éloignée? Parce que c'était une projection E. Et donc, d'ailleurs, que je pourrais recalibrer. On ne prend pas les mèches, c'est de l'intraday. Effectivement, ça fonctionne mieux sans cela. Et ici, ce qui est venu freiner la hausse, c'est notre nuage Ishimoku, très précisément. Alors, peut-être retour vers la Tenkan. En tout cas, il faudra de la force pour le Russell 2000 pour parvenir à franchir ce nuage Ishimoku, et plus particulièrement un niveau qui a été rejeté par le marché, c'est le seuil psychologique des 2200 points. Ici, on a tenté de se hisser au-dessus, on le rejette, et concrètement, le nuage également met une pression baissière sur le Russell 2000. Le Bitcoin, c'est reparti. On le voit ici, on a rebondi, et c'était très propre, on a rebondi d'un point de vue de RSI sur les 70, on repart à la hausse, on le voit ici en données journalières, peut-être à la reconquête des précédents records historiques. On a rebondi on a marqué une pause sur cette projection de Soda avec point A, B, C et D qui a été marqué. Alors maintenant, il faudra aller chercher un précédent sommet. On l'a déjà cherché, autant pour moi, 59 600 dollars. Alors il faudrait qu'il nous dessine quelque chose, ce Bitcoin, avant d'envisager un retour vers les 61 484. Mais il retrouve une certaine force, on le voit. Il retrouve une certaine force. Et ici, vous voyez, par exemple, on pourrait estimer que l'on a une épaule, tête-épaule inversée, avec une ligne de coup à 57 314. Donc voilà les deux épaules, voici la tête. On va le vérifier. Un mouvement 923 euros. Voilà, vous voyez, l'épaule tête-épaule représente plus de 50% de ce mouvement baissier. Donc selon moi, ce n'est pas une épaule tête-épaule inversée. Voilà un autre exemple, ça vient rejoindre le Nasdaq. Donc là,
On pourrait peut-être se replier, hein, retourner en direction de ce niveau, les 57 314 $. Donc prudence. En tout cas, ce n'est pas une épaule tête épaule inversée. On attend que le Bitcoin nous dessine quelque chose, hein. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Après, on enchaînera sur le marché des changes. C'est très beau. Ce que nous a fait le gold, c'est très très beau. Peut-être un retour ici, on le voit en données mensuelles vers la Kijun. En données hebdo, retour vers notre support à 1680 $ l'once. C'est fait, finalement. Enfin, le gold s'est réveillé à la baisse, mais au moins il s'est réveillé. Et ici, on est en train de tester une oblique haussière qui relie les différents creux, donc prudence. Si on approfondit la baisse, ça pourrait aller beaucoup plus bas, hein. Donc là, en hebdo, en tout cas, attention à la clôture hebdomadaire, on est en train de tester une oblique haussière très importante, hein. La dernière fois qu'on l'a testé, on a rebondi. À chaque fois qu'on l'a testé concrètement, on a rebondi, hein. Vous voyez ici, ici, ici. Et là, c'est un ultime test. En données intraday, vous voyez cette précision, hein, on est allé sur 1680, on a rebondi hier, on a retracé quelque peu, on tente de se hisser au-dessus. La séance d'aujourd'hui sera capitale. Et la hausse du biais vert, hein, pèse sur le gold, donc la hausse du 10 ans américain. Donc attention, on pourrait aller plus bas, on pourrait aller à 1586 $, voire 1560 $ si on parvient à briser ce support. Donc on est vraiment sur un point c'est un point crucial concernant le métal jaune, avec une baisse qui pourrait s'approfondir. Et si on casse ce niveau-là, déjà c'est un bon point de vente à très court terme, mais en plus de cela, aller chercher les 1560 $, ce sera un point d'achat que l'on attend depuis très très longtemps pour profiter d'une reprise haussière du métal jaune, une reprise de plus long terme. Ici, en données intraday, on le voit, le signal Ishimoku. Alors j'avais mis ma Shikuspan en épaisseur maximale. Le signal avait été très beau, hein, ici. La sortie par le bas du nuage après un range, ça a été validé. À ce moment-là, on approfondit la baisse et on est sur cette oblique baissière, hein, qui représente la borne inférieure de ce canal baissier, de ce précédent canal baissier sur le métal jaune. Et donc on est à ce niveau très précisément. Et prudence, hein, sur le gold. Le silver également, hein, qui a cassé les 24,50 $. Le silver est sur un niveau assez important. C'est ce niveau de support intermédiaire, dernier rempart avant les 23 $. Le pétrole WTI. Alors est-ce que c'était, je me pose toujours la question, hein, suite à un commentaire, est-ce que c'était une TE inversée? En tout cas, pour le moment, ça semble se confirmer. Ça semble se confirmer. On a eu un pullback vers la ligne de coup. Après, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment du mal avec cette ETE inversée. C'est surtout par rapport à l'épaule droite. Elle est allée, pour moi, beaucoup trop bas. On est allé pratiquement à la hauteur de la tête, même si ce n'est qu'une mèche. Mais c'est ce qui me pose un réel problème. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à envisager que ce soit une ETE inversée. Mais je garde quand même en tête cette hypothèse qui m'est venue donc d'un commentaire, et je remercie la personne qui m'a montré cela. Mais je reste quand même sceptique. Je reste quand même sceptique par rapport à cette ETE inversée. Dans tous les cas, on va attendre les stocks, hein, d'un point de vue fondamental. Les stocks de pétrole, c'est ce qui va décider du sort du brut, mais surtout la réunion de l'OPEP+, qui aura lieu demain. Et ici, une sortie du nuage par le haut, hein, ça pourrait aboutir à une hausse assez brusque pour aller chercher les 63,60 $. On le voit, c'est ce palier de SSB, c'est ce précédent sommet ici, et la cassure, alors je vais le tracer, ce sera beaucoup plus clair. Donc ici, c'était une importante résistance. Par la suite, on l'a franchi, accélération haussière, pullback en direction de cette ancienne résistance devenue support. Et lorsque l'on a cassé ce support, on approfondit la baisse. Donc ce serait un objectif en cas de sortie de nuage par le haut et de validation par la Shikuspan. L'objectif serait ici concrètement. Et si on casse, bien entendu, on va chercher les précédents sommets indirectement. Sur le pétrole, on a un très gros niveau à 66,40 $.
On le voit ici, hein, ça correspond, il a fallu un gap haussier pour s'en affranchir et par la suite, hein, c'est devenu une résistance. Donc voilà comment raisonner d'un point de vue support et résistance, ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, et en cas de cassure baissière, dans ce cas-là, un retour vers les précédents creux. Et on retrouvera en ultime creux celui-ci, celui des 57,40 $, dernier rempart avant les 54,20 $. Alors là, il faudrait vraiment que l'OPEP décide de remonter les quotas de production, d'augmenter la production des pays membres de l'OPEP. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher les 54,20 $. Donc on est plutôt au statu quo, hein, au niveau du pétrole. Les deux scénarios se valent. Tout dépendra des stocks à très court terme et de la décision des pays membres de l'OPEP+ à plus long terme. Ici, on marque une pause, on voit sur le Brent, sur la Tenkan. En données H4, la situation est similaire. Et en données H1, on a un support ici, c'est notre nuage. Concernant le copper, toujours aux alentours de cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes. Le blé l'a fait. Il est sur le seuil psychologique des 600. Et donc on s'est finalement éloigné des 61,8%. Et on va en parler cet après-midi lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On passe à présent sur le marché d'échange. Je commence très rapidement sur l'USD Tree qui continue de se renforcer. Donc la livre turque qui perd du terrain. Alors on est presque allé sur le précédent sommet, dernier rempart avant les 8,5682. J'en reviens à la question de Marc concernant un triple E. Alors l'hypothèse ici pour les triple E, hein, c'est simplement des projections d'Osoda. On a un point A. Non, excusez-moi. Je fais n'importe quoi, je suis fatigué. Nous avons notre point A, notre point B, notre point C. C'est une projection d'Osoda et l'idée, c'est d'avoir un triple E. Donc on coche notre E, on le multiplie par 3 et ça nous donne... Alors je vais tout de même ajouter le rayon. Et ça nous donne plusieurs objectifs, 1E, 2E et 3E. Alors, tous les critères sont là, hein, et le plus compliqué des critères, je vais vous montrer le critère le plus compliqué à atteindre, c'est le critère des plus ou moins 26 chandeliers entre les différents creux. On y est, 26 chandeliers. Et 26, c'est très important pour le système Ishimoku. On le retrouve, vous voyez, c'est le calcul de la Kijun, les 26 périodes. Et le double top, entre les deux, le double creux selon Osoda, il faut avoir un écart de 26 périodes, plus ou moins. Ça peut être 25, ça peut être 27, ça peut être 28. Et là, c'est plutôt précis. On a les 26 périodes, les 26 bougies entre les deux creux. On a le croisement, c'est un des critères également, le croisement de la Tenkan avec la Kijun. On a la sortie du nuage par le haut, c'est un critère. Mais malheureusement, et vous vous en doutez, hein, Marc, il faut que le point C, alors je vais marquer les points pour que ce soit plus clair pour tout le monde. C'est un exemple qui ne fonctionne pas malheureusement, mais je vous trouverai un exemple qui fonctionne. Et cet exemple déjà vous permettra de comprendre et peut-être même de m'indiquer vous-même de trouver un exemple qui fonctionne. On a notre point B. C'est simplement un double bottom. Mais ici, ce qu'il faudrait, il faudrait que notre point C, alors idéalement, notre point C, si notre point C était sur la Tenkan, par exemple, ici, ça aurait fonctionné. Il faut que notre point C soit légèrement au-dessus du point A. Par exemple, un point C ici, sur la Tenkan, ça aurait été parfait. Ça aurait largement fonctionné, tous les critères auraient été atteints. Et donc, ça aurait été effectivement un 3E selon Osoda, un double creux selon Osoda. Ici, notre point C est plus bas, ça ne fonctionne pas. Mais bon, remarquez, ça nous a tout de même donné des objectifs qui ont été atteints, parce que c'était un signal d'achat Ishimoku en soi. Sortie de nuage par le haut, validé par la Chikuspan qui sort du nuage également, qui n'a plus d'obstacle, et depuis tendance haussière sur la UDIN, et même qu'on a eu un repli lorsqu'on a atteint le soi-disant 3E, même si c'est pas une réelle figure, un double creux selon Osoda. Mais voilà, les projections d'Osoda vous donnent, de par leurs calculs, quand même des objectifs qui vont compter. Mais effectivement, lorsque vous avez tous les critères qui sont atteints, vous êtes beaucoup plus sûr de vous et donc vous pouvez, l'idée dans les 3E, c'est que ici vous prenez vos bénéfices et vous, si on franchit le premier E,
vous reprenez une position à l'achat que vous pouvez même renforcer. On reprend nos bénéfices lorsqu'on atteint le 2E et on reprend une position d'achat et on prend nos bénéfices lorsque le troisième E est atteint. Donc ça permet réellement de profiter de toute la hausse. Depuis la sortie du nuage par le haut. Mais c'est quand même un très bel exemple. C'est vraiment dommage que le critère, l'un des critères les plus importants ne soit pas respecté. On passe à présent sur le billet vert. Alors, belle hausse ici, on s'attaque, la Chikuspan, souvenez-vous, s'attaque à la Tenkan, on en a largement parlé. Et ici, on marque une pause sur les 93 200. Après notre belle hausse, hein, c'est notre niveau de résistance, souvenez-vous, on l'a franchi, on marque une pause juste avant l'objectif qui est un objectif vert à 93 742. Cette pause permet à l'euro dollar de retrouver des couleurs, un 17,30 à l'heure actuelle, mais prudence. Ici, retour à la moyenne en données H1, retour sur la Kijun. On pourrait assister à une reprise baissière si le billet vert repart à la hausse après une reprise du rendement à 10 ans aux États-Unis. L'AUD-USD, rien à signaler. AUD-NZD, on est sur support sur le nuage et on pourrait repartir ici à la hausse. GBP-USD dans le nuage en données journalières. Vous l'aurez compris, rien à signaler. GBP CHF sous résistance, mais on va très bientôt trancher, hein, très certainement. Je vous rappelle qu'ici, on avait utilisé, d'ailleurs, c'est le nuage hebdomadaire que l'on avait utilisé, ce qui nous avait permis d'avoir un signal d'achat ici et très belle hausse depuis. Mais attention que l'on n'ait pas ici une figure en épaule-tête-épaule, hein, ou une figure de retournement, quoique non, hein, je ne pense pas. Je suis plus favorable, on n'aura pas de TE, hein, on en est déjà loin. Je suis plus favorable à un franchissement de cette résistance et un retour vers les 1,31030. NZD-USD, alors on marque une pause. On n'a pas validé le franchissement de ce niveau, les 0,790. Et si on y arrive, hein, le prochain niveau, c'est 0,71, 0,70. L'USDN, c'est très beau hein, en hebdomadaire, on le voit. C'était un signal Ishimoku de long terme, hebdomadaire, franchissement de nuage. La Greenspan qui passe par le twist, accélération haussière. Et ici, on pourra aller chercher les 111.665. Et voyez, hein, j'ai combiné également les retracements de Fibonacci. Je vais les mettre en plus foncé. On aura beaucoup parlé de retracement de Fibonacci, beaucoup de théories aujourd'hui. Et donc, sur la précédente baisse, et on le voit, cet objectif ici des 109 700 environ correspond au retracement de Fibonacci à 78,6%. Et notre précédente projection de Soda était aux portes du retracement de Fibonacci à 61,8%. Et bien entendu, hein, le prochain objectif, c'est de retracer toute la précédente baisse. Et sur ce, nous allons donc mettre un terme à ce Good Morning Market. Comme d'habitude, beaucoup de théories. Si vous avez des questions théoriques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous avez retrouvé par exemple un double creux d'Osoda, n'hésitez pas. Alors j'essaie hein, d'expliquer et je réexplique toujours pour les nouveaux auditeurs les différents signaux Ishimoku, les différentes méthodes concernant les projections d'Osoda, mais également les retracements de Fibonacci, des outils que j'utilise énormément. Alors, il faudrait que je détaille peut-être un peu plus le RSI, les divergences baissières également. Ah, d'ailleurs, Marc nous en avait parlé sur la UDN, j'aurais dû en profiter, mais on le fera la prochaine fois. Alors, je vous souhaite sur ce une excellente séance de trading, une excellente journée. Pour les adeptes des matières premières, je vous retrouve cet après-midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Donc, je le redis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou au minimum, liker ce Good Morning Market. Excellente séance de trading, excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et pour ceux qui se sont intéressés par les matières premières, rendez-vous cet après-midi. Au revoir.